Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses des entreprises pour observer quelque chose d'invisible, mais d'absolument essentiel, leur structure. Pensez-y comme au squelette d'un corps ou au plan d'architecte d'un bâtiment. C'est ce qui définit qui fait quoi, qui parle à qui et comment tout ça tient debout. Sans ça, croyez-moi, c'est le chaos assuré. La question de départ est donc toute simple, mais elle est cruciale. Comment une organisation, qu'elle ait 10 ou 10 000 employés, fait-elle pour ne pas sombrer dans le désordre et l'inefficacité? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, la structure. C'est elle qui transforme un simple groupe de personnes en une force de frappe organisée. Mais alors, c'est quoi une structure concrètement? C'est tout simplement l'ensemble des règles du jeu. C'est le système qui va répartir les tâches, qui va dire comment on collabore et qui va dessiner les canaux de communication. En gros, ça définit qui est le chef de qui et comment l'info circule pour que les décisions puissent être prises. C'est un peu le système nerveux de l'entreprise. Allez, on commence avec le modèle le plus classique, celui que tout le monde connaît, la structure fonctionnelle. L'image qui vient tout de suite en tête, c'est celle d'une pyramide, simple, solide et très claire. C'est souvent par là que la plupart des entreprises commencent. Et le principe de cette pyramide est super simple. On divise le travail par grandes fonctions, par expertise. Tout en haut, on a la direction générale. Juste en dessous, on trouve les grands directeurs. Un pour le marketing, un pour les finances, un pour la production, et ainsi de suite. Et sous chaque directeur, il y a les équipes spécialisées. Au moins, comme ça, tout le monde sait où est sa place. La hiérarchie est limpide. Bien sûr, aucune structure n'est parfaite. C'est toujours une histoire de compromis. Le gros avantage de la structure fonctionnelle, c'est sa clarté. C'est simple, c'est direct, tout le monde sait qui est son boss. C'est sécurisant. Par contre, le problème, c'est quand l'entreprise se met à grandir. Là, la pyramide peut vite devenir un immense embouteillage. L'info circule mal entre les services, les décisions prennent une éternité à remonter, et on se retrouve vite avec une lourdeur administrative, une vraie bureaucratie. Et c'est là que le bas blesse. Parce que se passe-t-il quand l'entreprise continue de grossir, de se diversifier, de s'attaquer à de nouveaux marchés? Eh bien, la pyramide devient tout simplement trop massive, trop lente pour réagir. Il faut trouver une autre solution. Et c'est là qu'entre en scène la structure divisionnelle. C'est un peu l'évolution naturelle, la réponse aux limites du modèle fonctionnel. Ici, le vieil adage « diviser pour mieux régner » prend vraiment tout son sens. La différence, elle est fondamentale. Au lieu de s'organiser par métier, le marketing d'un côté, la finance de l'autre, on va maintenant s'organiser par produit, par marché ou même par grande région géographique. Chaque division devient alors une sorte de mini-entreprise à l'intérieur de la grande, avec ses propres ressources pour atteindre ses objectifs spécifiques. Le mot-clé ici, vraiment, c'est la décentralisation. On donne beaucoup plus d'autonomie aux divisions. Les décisions n'ont plus besoin de remonter systématiquement tout en haut de la pyramide. Non, elles sont prises au plus près du terrain, là où on connaît le mieux le produit ou le marché. C'est beaucoup plus réactif. Mais là encore, attention, il y a le revers de la médaille. C'est génial d'avoir de l'autonomie. Ça crée une vraie culture du produit, des équipes plus soudées. Le problème, c'est que ça peut coûter cher. On se retrouve souvent à dupliquer certaines fonctions, comme le service juridique ou l'informatique, dans chaque division. Et le plus grand risque, c'est que chaque division commence à jouer sa propre partition et fasse passer ses propres intérêts avant ceux du groupe. Ok, mais ça nous amène à un autre problème. Imaginons un projet un peu complexe, un projet qui aurait besoin, disons, de l'expert en marketing de la division A, de l'ingénieur de la division B et du contrôleur de gestion de la division C. Comment on fait pour les faire bosser ensemble efficacement? Pour répondre à ce défi, il existe une solution plus sophistiquée, la structure matricielle. C'est un modèle hybride, un peu plus complexe, qui essaie de combiner le meilleur des deux mondes, l'expertise pointue de la structure fonctionnelle et l'agilité de la structure divisionnelle. Mais attention, cette solution vient avec un défi de taille qui est sa caractéristique principale. Une seule et même personne peut se retrouver avec deux chefs. C'est le cœur du système et aussi sa plus grande difficulté. On appelle ça la dualité de commandement. En pratique, ça veut dire que chaque personne a un supérieur fonctionnel, son chef de métier si on veut, qui est permanent, et en parallèle, un chef de projet qui, lui, va changer en fonction des missions. L'un est responsable du développement de carrière à long terme, l'autre pilote les objectifs du projet du moment. D'un côté, c'est une structure qui est super bien adaptée pour gérer des projets complexes qui demandent des compétences très variées. Mais de l'autre, cette histoire de double chef, ça peut vite créer des étincelles, des conflits de priorité, des problèmes de loyauté. Si les deux chefs ne sont pas parfaitement alignés, ça peut devenir un vrai casse-tête pour les équipes. Sans parler des coûts de coordination qui peuvent exploser. Bon, ces trois modèles, fonctionnel, divisionnel et matriciel, on les a vus partout pendant des décennies. Mais le monde des affaires, lui, il a encore accéléré. Aujourd'hui, on demande de la rapidité, de l'innovation constante et même la structure matricielle peut paraître trop lourde.
Bienvenue dans l'ère de l'agilité. Aujourd'hui, on voit donc apparaître tout un tas d'approches qui cherchent à rendre les frontières de l'entreprise beaucoup plus floues. L'idée, ce n'est plus d'avoir des organigrammes rigides, mais plutôt de créer des organisations plus organiques, capables de se reconfigurer en permanence. Allez, voyons quelques exemples concrets. Prenons par exemple le travail partagé. L'idée est hyper simple. Une compétence rare et précieuse, mettons un expert en intelligence artificielle, n'est pas enfermée dans un seul département. Non, elle peut être empruntée par un autre service qui en a besoin pour une mission ponctuelle. C'est une façon très souple de faire profiter tout le monde de l'expertise interne. Une autre idée, les équipes interfonctionnelles. Là, on crée des petites unités, des sortes de commandos de 7 à 15 personnes qui viennent de métiers complètement différents. Un marketeur, un ingénieur, un designer. Et on leur confie un projet de A à Z. L'avantage, c'est qu'elles sont autonomes, polyvalentes et qu'elles avancent beaucoup, beaucoup plus vite qu'une organisation en silo. Et enfin, il y a les structures en réseau. Là, on pousse la logique encore plus loin. On fait carrément exploser les murs de l'entreprise. L'organisation devient un peu comme un noyau central, un chef d'orchestre qui collabore avec tout un écosystème de partenaires externes, de freelance, de fournisseurs. Les frontières entre l'interne et l'externe deviennent presque invisibles. Le but, c'est l'agilité maximale. Bon, après ce tour d'horizon de la pyramide la plus rigide aux réseaux les plus fluides, il y a une question qui brûle les lèvres. C'est quoi finalement la structure parfaite ? La réponse, elle est simple et un peu frustrante. Il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Chaque structure n'est qu'un compromis. La pyramide, elle, sacrifie la vitesse pour la clarté. La divisionnelle sacrifie l'efficacité des coûts pour l'autonomie. Et la matricielle sacrifie la simplicité pour la collaboration. Le bon choix dépend toujours de la stratégie, de la culture et des objectifs de l'entreprise. Ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Et si la vraie évolution, ce n'était pas de choisir la bonne structure une fois pour toutes, mais plutôt d'être capable d'en changer constamment? Et si la structure du futur n'était ni une pyramide, ni une matrice, mais quelque chose de complètement fluide, capable de s'adapter en temps réel aux défis? La question reste ouverte.